Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Ravi de vous retrouver pour ces 30 minutes d'actualité africaine et internationale. On commence tout de suite par les titres. Et c'est reparti pour l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où l'Afrique entend parler d'une même voie de réforme. Le continent exige notamment une place de membre permanent au Conseil de sécurité. Les États-Unis y sont favorables. Le président américain Joe Biden devrait d'ailleurs évoquer le sujet lors de sa dernière adresse à la tribune des Nations unies. Au Gabon, les législateurs ont achevé l'examen du projet de constitution. La nouvelle loi fondamentale prévoit l'instauration d'un régime présidentiel sans premier ministre, un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois et définit le mariage comme l'union entre deux personnes de sexes différents. Et nous reviendrons dans cette édition sur la visite de Tony Parker en République démocratique du Congo. L'ancien basketteur français et star de la NBA y a passé 3 jours pour présenter un projet d'accompagnement et de promotion des activités sportives. Joe Biden prononce donc son dernier discours présidentiel devant l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine. Alors qu'il monte sur le podium de marbre vert pour la dernière fois, le président Joe Biden devrait rencontrer séparément d'autres dirigeants à New York sur le conflit au Moyen-Orient. La correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Anita Powell, a fait le reportage depuis New York. Récit Blanche Sanou. C'est la dernière fois que le président Joe Biden s'adressera à un forum international majeur où des centaines de dirigeants se réunissent chaque année pour l'Assemblée générale des Nations unies. Cela arrive à un moment crucial, a déclaré Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations unies. Nous le disons chaque année, mais cette Assemblée générale des Nations unies intervient à un moment plus critique et plus difficile dans le monde. La liste des crises et des conflits qui exigent une attention et une action ne semble que s'allonger. En tête de liste, Gaza. La position des États-Unis n'est pas en phase avec le reste de l'Assemblée qui a adopté la semaine dernière à une écrasante majorité une résolution exigeant qu'Israël mette fin à son occupation du territoire palestinien dans les 12 prochains mois. Les États-Unis figuraient parmi les 14 votes à dire non, ce qui, selon Thomas Greenfield, correspond à l'opposition de Washington aux mesures unilatérales qui sapent la perspective d'une solution à 2 États. Les analystes s'attendent à ce que Biden discute de son soutien à Israël et à l'Ukraine dans son discours de cette année. Il souligne ces 2 conflits comme des défis majeurs à la fin de sa présidence. Avec le Moyen-Orient, cela ressemble à ce que vous savez, comment garder le couvercle sur cela et espérer que le conflit ne dégénère pas en une guerre régionale. Et je pense que c'est la meilleure hypothèse que l'on puisse se faire sur ce qui va se passer. Malheureusement, une chose est claire, le conflit aura bientôt 1 an avec plus de 100 otages qui restent détenus par le Hamas. La Maison-Blanche affirme que leur rapatriement est sa priorité absolue et le pilier essentiel d'un accord visant à mettre fin au combat en Israël et le groupe militant. Jim Kessler a déclaré que de nouveaux dirigeants accueilleront chaleureusement Biden lors de son discours d'adieu car il a utilisé son mandat pour reconstruire des alliances et établir des normes mondiales. Il y a beaucoup d'affection pour lui dans la plupart des pays, bien sûr. Il y en a quelques-uns où il n'y en a pas. Le président Joe Biden devrait s'exprimer à New York mardi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky poursuit sa visite ici aux États-Unis où il doit présenter à son homologue américain Joe Biden et au Congrès son plan de la victoire visant à mettre fin à l'invasion russe de son pays. À son arrivée dimanche, M. Zelensky s'est rendu dans une usine d'armement en Pennsylvanie qui produit notamment des obus très utilisés par l'Ukraine face aux forces russes. Estimant que cet automne sera décisif pour la suite de la guerre, M. Zelensky a annoncé que son homologue américain serait le premier à voir dans les détails ses propositions pour mettre fin au conflit avec la Russie qui a débuté en février 2022.
Le président Joe Biden qui a accueilli donc samedi les dirigeants de l'Australie, de l'Inde et du Japon à l'occasion de la dernière réunion du Quad, un groupe stratégique de sécurité axé sur la région Indo-Pacifique. Le Quad a annoncé des mesures qui stimuleront la coopération entre les 4 démocraties et répondront aux préoccupations des citoyens dans cette vaste région, tout en soulignant qu'il ne s'agit pas d'un club visant à contenir la Chine. C'est un reportage d'Anita Powell avec Celia Mendoza, un récit de Dilidico. La quadrilatérale est de nouveau réunie. Le président Joe Biden a accueilli samedi ses 3 autres membres dans sa résidence privée pour discuter de leur vision commune de la région Indo-Pacifique. Dans la résidence de Joe Biden, située dans le petit État du Delaware, les dirigeants de l'Australie, de l'Inde et du Japon ont annoncé des mesures visant certains des grands problèmes auxquels est confrontée cette énorme région qui abrite plus de la moitié de la population mondiale et les 2/3 de son économie. Nous annonçons une série d'initiatives visant à avoir un impact réel et positif sur l'Indo-Pacifique, notamment en fournissant de nouvelles technologies maritimes à nos partenaires régionaux, afin qu'ils sachent ce qui se passe dans leurs eaux, en lançant pour la première fois une coopération entre les gardes-côtes et en élargissant la bourse du Quad à des étudiants d'Asie du Sud-Est. Le dirigeant australien a déclaré qu'il est important que les 4 nations aux vues similaires, toutes les démocraties, travaillent ensemble. Nous affirmons que la souveraineté nationale est importante et que nous aspirons à la sécurité et à la stabilité, ainsi qu'à une prospérité partagée dans notre région. Selon les analystes, Biden considère ce groupe comme étant important pour son héritage. Il s'agissait d'un élément central de la stratégie Indo-Pacifique et l'élévation du Quad au rang de chef de file a été un élément important de cette stratégie. Le simple fait que le groupe se soit réuni chaque année au niveau des dirigeants pendant l'administration Biden est tout à fait significatif. Ces 4 dirigeants puissants profitent également de l'occasion pour discuter en privé de leurs préoccupations communes concernant les ambitions croissantes de la Chine. La question est de savoir comment la concurrence ou la rivalité entre la Chine et les États-Unis évoluera et comment cela affectera les délibérations à ce moment-là. Ou bien, vous savez, lorsque l'économie chinoise se redressera et qu'elle s'affirmera davantage, le dialogue s'inscrira dans un contexte différent. C'est un message que chaque dirigeant a souligné alors que ces 4 personnes se rencontraient pour la dernière fois. Les dirigeants peuvent aller et venir, mais le Quad est là pour rester. Toujours ici aux États-Unis, les législateurs des 2 principaux partis politiques ont appelé à calmer la rhétorique politique enflammée 6 semaines avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Cette décision fait suite à une 2e tentative d'assassinat visant apparemment l'ancien président Donald Trump et ses affirmations selon lesquelles les immigrés mangeraient les animaux de compagnie des gens ont mis une communauté haïtienne de l'Ohio sur les nerfs. Davantage avec Arash Arabazadi, récit Alexandrine Holoyon. Le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, a tenu son premier meeting en plein air depuis la tentative présumée d'assassinat dimanche dernier. Trump a imputé l'incident à la rhétorique du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris. Dans une déclaration publiée sur le site de la Maison-Blanche, la vice-présidente Harris, candidate démocrate, s'est dite profondément troublée par cette nouvelle tentative d'assassinat, ajoutant qu'elle condamne la violence politique. La Chambre des représentants a récemment adopté un projet de loi visant à augmenter les fonds alloués aux services secrets. Tous les membres présents ont soutenu la mesure. Les services secrets ont reconnu avoir échoué à assurer la sécurité de Trump lors de la première tentative d'assassinat en Pennsylvanie. La formation d'un groupe de travail bipartisan chargé d'enquêter sur ces tentatives et sur les causes de cette vague de violence a été annoncée dimanche par les dirigeants démocrates et républicains. Le chef du groupe de travail et représentant républicain Mike Kelly dans l'émission This Week sur ABC.
Quelque chose nous est arrivé. Notre culture a été grandement affectée. Les deux camps disent parfois des choses. Avec du recul, on se dit que ce n'est pas ce que l'on voulait dire, mais ce n'est qu'ainsi que les choses ont été perçues. Il faut faire attention à ce que l'on dit et à la manière dont on le dit. Il y a une grande différence entre le fait d'avoir des débats difficiles pendant une saison politique et le fait de condamner la violence politique et de dire qu'il n'y a pas de place dans notre société américaine pour que quelqu'un prenne des mesures de son propre chef et recourt à la violence. Par ailleurs, Trump a continué à dire que des immigrants haïtiens à Springfield, dans l'Ohio, enlevaient et mangeaient les animaux de compagnie des gens. Des affirmations réfutées par le gouverneur de l'Ohio et le maire de la ville, tous deux républicains. Mais un message accompagné de menaces d'attaque à la bombe et de menaces personnelles ont ébranlé la communauté haïtienne. Comme nous sommes haïtiens, lorsque des nouvelles de ce genre sont publiées dans les médias, elles nous font peur. Nous sommes simplement à la recherche d'une vie meilleure. Trump s'adressant à ses partisans, selon l'Associated Press. Si Kamala Harris est réélue, elle va tuer à jamais le rêve américain. Elle n'est pas non plus compétente pour être présidente. Je ne veux pas être impoli. Je ne veux pas être grossier. Elle n'est pas compétente pour être présidente. Nous avons des gens qui se présentent au poste de gouverneur en tant que républicains et qui sont fiers de se qualifier de nazis. Ne prétendons pas qu'il y a une différence graduelle entre les personnes qui se présentent ici. Le vote anticipé a déjà commencé dans certains États avant les élections du 5 novembre. Autre sujet d'actualité ce soir, la marine sénégalaise a retrouvé dimanche une embarcation dérivant à quelques dizaines de kilomètres au large de Dakar avec au moins 30 corps sans vie à bord, a indiqué l'armée dans un communiqué qui ajoute que des investigations sont en cours pour établir la provenance de la pirogue et préciser le bilan humain du drame. Au moins 39 personnes avaient péri il y a 15 jours dans le naufrage d'une pirogue surchargée à Hambourg, dans l'ouest du pays. De nombreuses autres sont portées disparues. Et on en vient au Gabon. Le Gabon, où les législateurs ont achevé dimanche l'examen du projet de constitution débuté le 12 septembre. Selon une version du projet qui circule sur Internet et qui n'a pas été démentie par les autorités, la nouvelle loi fondamentale prévoit l'instauration d'un régime présidentiel sans Premier ministre, un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois. Le texte définit aussi le mariage comme l'union entre deux personnes de sexe différents. Le projet sera remis au président de la transition, Brice Oligui Nguema, puis adopté en Conseil des ministres avant d'être soumis à un référendum d'ici la fin de l'année. Yacouba Ouedraogo a joint à Paris, en France, Anouchka Mustafa, présidente de l'association Trop c'est trop. La séparation des pouvoirs est remise en question puisque aujourd'hui, le président de la République serait le président de la magistrature. Il serait le premier, en gros, le chef du gouvernement. Donc, on repart sur un régime présidentiel où là, il y a une véritable problématique qui se pose. Et puis, il y a une exclusion de certains Gabonais qui épouseraient des femmes ou des hommes d'origine étrangère. Donc, on est considéré, pour ma part, en tout cas moi qui épouse je suis mariée à un Béninois, par exemple, aujourd'hui, je suis exclue d'une éventuelle présentation en tant que président de la République. On va rappeler que jusque-là, c'est un projet de constitution et donc pas encore adopté, pas encore passé au référendum. Vous parlez justement de l'exclusion d'une certaine catégorie de Gabonais qui seraient mariés à des étrangers. En quoi c'est une exclusion? Les Gabonais qui sont ou issus de parents étrangers ou épousant un étranger ou une étrangère, hein, peu importe si c'est une femme, selon si c'est une femme ou si c'est un homme qui se présente à l'élection présidentielle, ne sont pas autorisés à se présenter. Donc la candidature sera de fait rejetée. Et il en est de même pour nous qui sommes en diaspora. Si aujourd'hui vous êtes en diaspora, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Donc, il y a une exclusion de fait. Justement, vous parlez d'un régime présidentiel, effectivement, sans Premier ministre. Quelle est votre appréciation? Est-ce que le président de la République sera en capacité de régler toutes les problématiques? Ne faut-il pas qu'il y ait une délégation de pouvoir?
N'est-ce pas la raison pour laquelle il y a un chef du gouvernement? C'est autant de questions que nous nous posons aujourd'hui. Il y a un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une fois. Vous avez parlé de recul de 50 ans. Pourquoi? Une des raisons pour lesquelles les Gabonais étaient aussi un peu impatients d'avoir ce projet de constitution, c'était de voir et de revoir les conditions d'éligibilité du président de la République. 7 ans, c'est trop. 5 ans, ça me paraît raisonnable. Politique également au Togo, où le gouvernement vient d'adopter par ordonnance un nouveau code électoral en lien avec le nouveau système politique de régime parlementaire en vigueur dans le pays. Selon les autorités, le nouveau code est un texte qui tient compte des réalités togolaises et est le fruit des enseignements et des expériences passées du pays en matière électorale. Reportage Amena Signon, correspondante de VOA Afrique à Lomé. Un nouveau code électoral arrimé à la nouvelle constitution, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement togolais. L'adoption de ce texte par ordonnance est la résultante des réflexions engagées pour améliorer le cadre électoral afin de remédier aux insuffisances relevées dans le texte précédent et aussi de respecter les nouvelles exigences en matière électorale, a affirmé Yawa Kigan, la porte-parole du gouvernement. Cette dernière a relevé le caractère consensuel autour de l'adoption de ce nouveau code qui a fait l'objet de discussions au sein du CPC, le cadre permanent de concertation. Ce que réfute Pascal Adoko de la dynamique pour la majorité du peuple et premier vice-président du CPC. Nous n'avons jamais vu ni un projet d'ordonnance, ni un projet de loi. Nous n'avons vu aucun document nous parlant de la modification du code électoral et de son amélioration. Tout ce que je sais, c'est qu'au cours d'une réunion du CPC, le gouvernement, à travers le ministre de l'administration territoriale, nous a fait savoir que le gouvernement envisagerait de modifier le code électoral. C'est une énième modification du code électoral qui intervient au Togo. Le document sera transmis très prochainement à la Cour constitutionnelle. Amena Signon pour VOA Afrique. C'est quoi l'avenir du peuple soudanais? C'est alarmé dimanche le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés dans un entretien à la presse décrivant la situation désespérée mais invisible de millions de déplacés qui fuient de plus en plus loin du pays en guerre. Depuis le début du conflit entre deux généraux rivaux en avril 2023, bien plus de 10 millions de personnes ont été chassées de chez elles, dont plus de 2 millions ont quitté le pays. Rappelle Filippo Grandi que je vous propose de suivre. That crisis in Africa Je dois également dire que les crises en Afrique sont très rarement visibles. Il y a presque une supposition, c'est une chose terrible à dire, mais je pense que c'est malheureusement vrai que l'Afrique a des crises tout le temps. Il y a donc une sorte de lassitude, d'habitude, d'asphyxie face à ces crises. Mais nous le voyons au Sahel, nous le voyons au Soudan, nous l'avons vu à l'époque de la guerre du Tigré en Éthiopie, nous l'avons vu pendant plus de 30 ans dans l'est du Congo et dans la région des Grands Lacs et dans d'autres endroits également. Et puis l'armée israélienne a indiqué lundi qu'elle élargissait l'étendue de ses frappes contre le mouvement islamiste Hezbollah au Liban et elle a demandé aux habitants de la vallée de la Beka, dans l'est du pays, de s'éloigner des entrepôts d'armes du Hezbollah. L'Iran a de son côté mis en garde lundi Israël contre les conséquences dangereuses de ces attaques au Liban où le Hezbollah est visé par des bombardements de l'armée israélienne. Des centaines de personnes ont fui lundi les frappes israéliennes dans le sud du Liban, a déclaré un responsable local. Les autorités libanaises ont annoncé que des frappes israéliennes contre le Hezbollah ont fait plus de 180 morts lundi.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui. Après la pause, nous parlerons entre autres d'espace avec la NASA et sa sonde Europa Clipper. Nous reviendrons aussi sur la visite de Tony Parker en RDC. Dans des Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full D. Dans des Full B braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. La sonde Europa Clipper de la NASA va rechercher les conditions propices à la vie sur une lune glacée de Jupiter. Europa, la quatrième plus grande lune de la géante gazeuse du système solaire. Sous la croûte terrestre de cette lune se trouve un immense océan. Voyons cela avec Nathalie Barge, les préparatifs de cette mission qui aura lieu en octobre. En étudiant la composition et la géologie d'Europa à travers sa couche glacée et son milieu marin, la mission cherchera à améliorer notre compréhension du potentiel de vie. L'exploration de ce monde aquatique pourrait en effet fournir des indices précieux dans la recherche de vie extraterrestre. Nous rêvons, nous, les scientifiques, d'une mission comme Europa Clipper depuis plus de 20 ans. Nous travaillons à sa réalisation depuis 10 ans. Il faudra encore 10 ans car Jupiter est très loin avant que nous ayons toutes les connaissances scientifiques nécessaires. C'est donc vraiment un investissement et une quête à très long terme. Et je suis fière que nous choisissons d'entreprendre ces objectifs difficiles, comme l'exploration de l'inconnu autour de Jupiter. Europa est considéré comme l'un des environnements habitables les plus prometteurs de notre système solaire, selon Gina Di Braccio, directrice intérimaire de la division des sciences planétaires à la NASA. Compte tenu de tout ce que nous avons réellement appris sur les conditions nécessaires à la vie, Clipper va nous dire si Europa possède tous ces ingrédients. Ce que nous apprendrons avec l'habitabilité d'Europa va ouvrir la voie à de futures missions dans notre système solaire où nous pourrons rechercher plus directement la vie. Le vaisseau spatial mesure environ 5 mètres de haut et peut s'étendre à plus de 30 mètres en largeur lorsque sa structure est entièrement déployée. C'est le plus grand vaisseau spatial que la NASA ait construit pour une mission planétaire. Notre mission survole Europa, mais elle est en réalité en orbite autour de Jupiter. Ainsi, pour la mission principale, nous effectuons 49 survols, mais au final, nous faisons 80 fois le tour de Jupiter. Et pour être clair, nous n'atterrissons pas sur Europa. Nous nous approchons jusqu'à 25 km au-dessus de sa surface. Chaque survol couvrira une région différente, ce qui permettra une cartographie quasiment complète d'Europa. Europa Clipper est équipé de panneaux solaires géants afin d'alimenter ses systèmes dans une zone 5 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Une œuvre de la poétesse Ada Limon sera à bord du vaisseau. J'ai reçu un email de la Bibliothèque du Congrès qui me demandait si je serais intéressée par une réunion avec la NASA. Nous sommes assis ici à la bibliothèque et j'ai tout appris sur l'Europa Clipper et cette lune de Jupiter. À la fin, ils m'ont demandé si je serais intéressée par l'écriture d'un poème qui voyagerait jusqu'à l'Europa. Éloge du mystère, un poème pour Europa, fait partie de la campagne Message dans une bouteille de la NASA qui ajoute une touche culturelle à la mission scientifique.
Il faudra toutefois plus de 5 ans pour atteindre Europa et 10 ans pour avoir toutes les données disponibles. Revenons sur terre avec l'ancien basketteur français et star de la NBA, Tony Parker, désormais à la retraite, qui s'est rendu en République démocratique du Congo pour une visite de 3 jours la semaine dernière. Après avoir rencontré les autorités congolaises à Kinshasa, Tony Parker a visité une académie de basketball. Claire Morin-Gibourg. La photo de Tony Parker ayant dédicacé un maillot au président Félix Tshisekedi a fait le tour de la toile et a réjoui tous les passionnés de basket du Congo, car l'ancienne star de la NBA est venue présenter un projet d'accompagnement et de promotion des activités sportives en RDC. Le joueur Joseph Abed est impatient de rencontrer son idole en personne. C'est sa première fois de venir au Congo et je crois qu'on est surexcité de le voir. Et, on a entendu ces moments. Et en tout cas, j'ai manque de mots pour vous dire ça parce que ça serait la première fois de le voir en vrai. Parce que quand j'étais petit, je le regardais, c'était comme un idole pour nous. Et le voir sur le terrain, présent avec nous, ça serait quelque chose de meilleur pour tout le monde. Tony Parker a également visité l'installation Ballers House qui appartient à l'ancien joueur de l'équipe nationale congolaise, Yacine Benfila, où il a pu assister à l'entraînement. C'est vrai que le foot est numéro 1, mais le basket, je me suis rendu compte qu'il y a plein de talents ici. Et ils n'ont juste pas les plateformes pour réussir. Et donc c'est pour ça qu'on veut bien sûr travailler sur les infrastructures, amener le savoir-faire, venir régulièrement ici avec nos propres coachs. Amener notre expertise et puis après les développer et les faire devenir pro en France. La visite de Tony Parker a marqué les joueurs. Pour Anthony Djouma, c'est un véritable honneur de rencontrer quelqu'un qui l'a influencé depuis qu'il est tout petit. C'est toujours un réel plaisir parce que même bien avant que je commence à jouer au basket, j'ai déjà entendu parler de lui, tu vois. J'ai commencé à jouer, il était là, je suis en train de jouer, lui il est toujours là, tu vois. Même s'il est plus sur le terrain, mais dans le milieu sportif, tu vois, dans le basket, il est toujours là. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de rencontrer quelqu'un de grand parce que c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui nous a enseigné par son jeu, tu vois, dans beaucoup de choses. La tournée de Tony Parker s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'ancien meneur de jeu des San Antonio Spurs pour promouvoir le développement du sport en Afrique, notamment à travers le développement d'équipes et d'académies de jeunes. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition que vous pourrez revoir sur notre site internet voafrique.com ou sur nos réseaux sociaux. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée et à demain sur VOA Afrique.